Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de cette édition. L'audience accordée par le vice-président de la République Timoko Melie-Kone au haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi. Leurs échanges ont porté sur la clause de cessation du statut de réfugié pour les réfugiés ivoiriens qui prendra effet à compter du 30 juin 2022, le point de cette audience en ouverture de cette édition. Bientôt, un centre de formation au métier des énergies sortira de terre dans la commune de Yopougon. Le projet de sa construction est soutenu par le Royaume d'Espagne pour une enveloppe de 6 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé au lancement des travaux de construction de ce centre. Au Sénégal, où la principale coalition de l'opposition conteste le rejet de sa liste nationale menée par Ousmane Sonko, l'opposant pour les législatives prévues le 31 juillet, des heurts et des rassemblements ont eu lieu dans la capitale hier vendredi. Les partisans de l'opposant ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, a reçu en audience le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Leurs échanges ont porté sur la clause de cessation du statut de réfugié pour les réfugiés ivoiriens qui prendra effet à compter du 30 juin 2022. C'était en présence de Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Viviane Haïma. Le lundi 20 juin sera célébrée la Journée internationale des réfugiés. À cette occasion, la Côte d'Ivoire sera honorée par les Nations Unies pour avoir réussi à ramener sur son sol ses fils et filles réfugiés à l'extérieur suite aux différentes crises qu'elle a connues au cours des 20 dernières années. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est arrivé jeudi à Abidjan pour cette célébration. Il s'est entretenu ce vendredi avec le vice-président de la République, Kone Timoko Melie, au palais présidentiel. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a fait une importante annonce qui marque la reconnaissance par la communauté internationale des efforts de réconciliation nationale menés par le gouvernement ivoirien. Le statut de réfugié ne sera plus attribué ni reconnu à une personne de nationalité ivoirienne se trouvant hors des frontières de son pays. Dans quelques jours, le 30 juin, c'est la date à laquelle le gouvernement de la Côte d'Ivoire, les gouvernements des pays qui ont hébergé les réfugiés ivoiriens pendant très longtemps et le HCR se sont mis d'accord pour déclarer ce qu'on appelle en jargon technique la clause de cessation des réfugiés ivoiriens. C'est une date historique, je pense surtout pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est un signe, j'allais dire un symbole, mais en fait c'est un signe concret du progrès que le pays a fait pour sortir du conflit, de l'instabilité et pour marcher vers la paix, la prospérité, la réconciliation. Donc, pour nous, au HCR, c'est aussi une occasion de féliciter la Côte d'Ivoire de ce grand succès qu'on va célébrer lundi. Et on va le faire le jour où on observe la Journée mondiale des réfugiés. C'est symbolique. Dans un monde où il y a 100 millions de personnes qui sont réfugiées et déplacées, et ce nombre augmente chaque année, et avec l'Ukraine et toutes les crises que vous connaissez, ça a augmenté encore plus cette année. On va célébrer, on va parler de quelque chose qui est le contraire de la crise, la solution d'une crise. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va être la protagoniste de tout cela. J'en félicite beaucoup le président de la République, j'espère pouvoir le faire personnellement lundi, et le peuple ivoirien, parce que c'est son succès, c'est son futur, c'est son bien-être qu'on célèbre aussi. Et j'espère, pour conclure, que cela puisse être d'exemple à d'autres pays, à d'autres gouvernements. C'est la démonstration que dans un monde tellement difficile, tellement troublé, tellement instable, s'il y a volonté politique, s'il y a travail concret de tout le monde, conjointement, dans le pays, dans la région, si on marche dans une direction positive tous ensemble, on peut résoudre ces crises
qui nous affecte, qui nous impacte, qui impacte des millions de personnes. Donc je souhaite que ça soit aussi un message d'exemple pour toutes les autres situations de crise où les solutions sont difficiles à trouver. Le message est, c'est possible de le faire si on travaille ensemble. La Côte d'Ivoire citée en exemple, la politique de réconciliation nationale menée par le gouvernement ivoirien a favorisé le retour au pays de la grande majorité des exilés politiques ainsi que des réfugiés civils. Et parlons justement de la question des réfugiés ivoiriens, des Ivoiriens qui ont choisi le Togo comme terre d'exil au lendemain de la crise post-électorale de 2011, ont reçu gratuitement leur passeport. Ils sont 187 au total. Ils peuvent désormais rentrer en Côte d'Ivoire s'ils le désirent. Une action menée conjointement par la Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat aux réfugiés. Et justement, dans le même chapitre, nous le disions à l'instant, il y a peu, le 30 juin 2022, le Haut Commissariat donc des réfugiés HCR mettra fin au statut de réfugiés ivoiriens dans le monde. Le climat apaisé, les efforts du gouvernement pour le retour des réfugiés ont milité bien en faveur de cette décision. Ils étaient 300 000 réfugiés ivoiriens en 2011. À ce jour, 280 000 sont rentrés en Côte d'Ivoire. Les 15% restants ont choisi l'intégration locale. Ceux du Togo, qui sont-ils ? Pourquoi ont-ils choisi de vivre dans ce pays d'accueil? Élément de réponse avec Kader Sogodogo, envoyé spécial au Togo. La crise post-électorale de 2010-2011 aura contraint 300 000 Ivoiriens à se réfugier à travers le monde. Dès sa prestation de serment, le président de la République, Alassane Ouattara, allait prendre les choses en main pour amener au bercail tous ces Ivoiriens partis. L'engouement du Haut Commissariat des réfugiés HCR ne s'est pas fait attendre face à ces dispositions des autorités ivoiriennes. Des retours massifs sont organisés. À ce jour, l'on note 280 000 Ivoiriens qui ont regagné le pays. Les 15% restants, pour d'autres raisons, ont choisi de vivre dans leur pays d'accueil. Au Togo, dans le camp de réfugiés ivoiriens de Avepozo Tropicana, ils ont reçu leur passeport gratuitement. Mais le retour ne sera pas pour maintenant. Commerce et autres activités professionnelles les éloignent encore de la mère patrie. J'ai eu la chance de m'investir ici, de m'ingérer dans le circuit économique ici, d'avoir un petit travail pour pouvoir nourrir ma famille et tout. Ça va très bien ici. Voilà. L'État togolais nous a offert tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous en sortir ici. Et on s'est installé, on a formé une famille, on s'est intégré et ça va bien ici. Avec tous les Togolais, on est à l'aise ici. Réconciliation nationale, émergence, autonomisation des jeunes et des femmes. La Côte d'Ivoire revient de loin. Les efforts consentis par le président de la République sont sus et salués par les Ivoiriens désormais établis hors du pays. Ici au Togo, je me débrouille au marché de Sikame. Sinon, j'exerce dans le métier de football. J'aime la Côte d'Ivoire, j'adore la Côte d'Ivoire, c'est ma nation. J'aime encore ma nation, ma patrie. Voilà. Et puis surtout, je remercie le président Alassane Ouattara qui fait tout pour faire la réconciliation, envoyer la paix encore. Jamais oublié la Côte d'Ivoire. J'ai toujours eu un esprit sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je remercie le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour qu'on puisse rentrer dans de bonnes conditions. Et ça nous donne la paix quand même de pouvoir. Nous sommes des jeunes. Si nous avons de bons dirigeants qui nous réservent un bon climat sur le plan politique, nous pouvons investir, nous pouvons mettre nos ambitions en jeu, nos rêves en jeu pour pouvoir réaliser aussi nos vies. Il faudra surtout être des modèles dans ce pays d'accueil. Chers frères ivoiriens, vous qui recevez aujourd'hui le passeport ivoirien pour une intégration réussie dans ce pays frère du Togo, je voudrais vous exhorter au respect des lois de ce pays et vous encourager à vivre en parfaite harmonie avec vos hôtes. La Côte d'Ivoire ne comptera plus de réfugiés à travers le monde dès le 30 juin 2022. Et ici, en Côte d'Ivoire, un centre de formation au métier des énergies sera construit dans la commune de Yopougon. Le projet est soutenu par le Royaume d'Espagne pour une enveloppe de 6 milliards de francs CFA. La construction de ce centre permettra de répondre aux besoins en ressources humaines, locales et compétentes en matière d'énergie renouvelable. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé au lancement des travaux de construction de ce centre. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo.
À l'agenda du Premier ministre ce vendredi, une escale au lycée technique de Yopougon. Patrick Hachi vient lancer les travaux de construction d'un centre de formation au métier des énergies renouvelables. L'Espagne, pays leader de ce secteur, se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire. La construction et l'équipement d'un centre de formation professionnelle en énergie renouvelable au sein du lycée technique de Yopougon bénéficie d'un prêt de financement de 8 500 000 € obtenu à travers le Royaume d'Espagne et qui a été confié à l'entreprise espagnole Cercove Bauen. La construction du centre se veut réponse aux besoins en ressources humaines locales compétentes en matière d'énergie renouvelable. Pour le gouvernement, l'un des objectifs dans ce domaine est de mettre à la disposition du secteur productif un capital humain compétent devant contribuer à l'amélioration de sa productivité, mais aussi capable d'assurer la vitalité socio-économique et culturelle de notre pays. Les programmes envisagés concerneront les métiers des énergies solaires, photovoltaïques, éoliennes et hydrauliques. Et la structure délivrera aussi des formations de courte durée dans le cadre de l'école La Deuxième Chance. Le centre devrait former plus de 500 jeunes chaque année. L'occasion pour Patrick Hachi d'inviter parents et élèves à s'approprier cette vision. Chers élèves, la formation professionnelle telle que définie par la vision 2030 est, j'en suis intimement convaincu, une opportunité exceptionnelle pour votre carrière professionnelle, qu'il faut savoir saisir dès maintenant. Elle vous apprend un métier, vous donne des compétences clés dont notre économie aura besoin demain et après-demain, vous assurant ainsi emploi et vie décente. En outre, un accent tout particulier sera mis au cours de votre cursus ici sur la formation à l'entrepreneuriat, parce que vous regorgez d'idées, d'envie et d'initiatives qu'il faut savoir organiser, hiérarchiser, planifier pour réussir son aventure d'entrepreneur. C'est le 24 janvier dernier que le Premier ministre lançait à Yama les travaux de construction de 7 établissements de formation professionnelle, repartis sur l'ensemble du territoire pour une enveloppe globale de 146 milliards de francs CFA. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, 4 projets de recherche ont été financés par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI, des projets qui ont été présentés à la communauté scientifique. Les différents chercheurs bénéficiaires de ces financements ont expliqué l'apport de leur recherche dans le développement. On voit cela avec Sephora Zegui et Godfrey Okambawa. 4 projets financés par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, totalement achevés. Les porteurs de ces projets financés à hauteur de plus de 61 millions de francs CFA exposent sur l'intérêt de leurs propositions. Le projet il s'intitule « Projet pour le renforcement de la résilience organisationnelle des entreprises ivoiriennes ». C'est un projet qui a pour enjeu, au regard des nombreuses crises qui ont frappé la Côte d'Ivoire et partant aussi du fait que les entreprises constituent un des poumons de l'économie ivoirienne, et vu aussi le fait que malgré ces crises, les entreprises continuent quand même pour certaines d'exister. Notre projet a porté donc sur la communication qui a été menée pour lutter contre la propagation de la Covid-19 et protéger les Ivoiriens pendant cette crise. Au total, ce sont 33 projets de recherche que le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation a financés à ce jour. À travers cette présentation, Yaya Sangaré, le secrétaire général du FONSTI, veut promouvoir et communiquer avec le secteur public et privé et la société civile sur les résultats obtenus par la recherche scientifique. Nous avons financé 33 projets pour plus d'1 milliard de francs CFA. La durée de nos projets varie de 18 mois en moyenne à 3 ans. Vous comprenez ? Donc, ce sont les premiers résultats que nous avons obtenus pour les projets d'une durée d'environ 12 à 16 mois, n'est-ce pas ? Rendre transparent la gestion des projets de recherche financés par le FONSTI. Le financement de ces projets initiés par le FONSTI bénéficie de l'accompagnement de la Suisse, un partenariat que ce pays a mis à la Côte d'Ivoire compte pérenniser. Le ministre Adama Diawara et Madame l'ambassadeur Anne Lugo-Moulin ont signé le 14 avril 2022 le Memorandum of Understanding qui a permis le transfert
de 5 milliards de francs CFA au FONSTI. Ces résultats présentés sont jugés satisfaisants par la tutelle. Je vous félicite, chers lauréats, pour le travail fourni, mais surtout pour votre disponibilité et votre capacité à restituer publiquement les résultats de vos travaux, dont je suis certain feront un large écho dans la presse nationale et au sein de la communauté scientifique. Les résultats de ces 4 projets vont impacter le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. En septembre prochain, le FONSTI va lancer un appel à projet spécial pour femmes. Loin des questions liées à la recherche scientifique, d'autres questions se posent avec acuité, celles en rapport avec les pertes en vie humaine constatées chaque année une fois la saison des pluies arrivée. Et cette année encore, pour les premières pluies tombées, l'on enregistre déjà 6 décès et 2 blessés devant les fortes pluies qui s'annoncent certainement. Comment accélérer le processus de déguerpissement des populations vivant sur les sites à risque, mais surtout, oui surtout, que faire pour éviter ce type de scénario dramatique? Notre reporter Grace Kando aborde le sujet dans le dossier Vidici. 6 personnes décédées et 2 autres blessées à Mosikro, une zone à risque de la commune d'Atekoubé. C'est le bilan de la forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juin. La liste des victimes continue de s'allonger en cette saison pluvieuse. Selon la Sodexam, la partie du littoral comprenant la ville d'Abidjan a enregistré pour cette nuit 153 mm de pluie. De quoi inquiéter. Avec les situations aujourd'hui, si vraiment l'État peut nous voir, pour nous aider aussi, pour qu'on puisse trouver un piole à déménager aussi, nous on sera vraiment satisfaits. Il y a eu beaucoup de familles qui sont parties, vraiment, ça nous fait pleurer nous tous ici. Actuellement, nous sommes sur un choc très grand. Ou à prendre une décision sur le champ, c'est pour que nous, les habitants d'ici, on puisse se concerter. Pour éviter de tels drames à l'avenir, les autorités communales s'investissent dans la sensibilisation avec à la clé le déguerpissement. Il y a 5 zones à risque qui sont à déguerpir, dont celle-ci. Nous avons parcouru toutes ces zones-là pour leur dire de quitter les lieux parce que les pluies cette année seront encore abondantes. Nous avons envoyé même nos agents, la police municipale, sur ces lieux-là, soi-disant, ils ne peuvent pas bouger tant qu'on ne leur donne pas un site de recasement. Les zones sont connues, sont ciblées. Nous avons marqué les maisons, nous avons informé les gens. Nous sommes en train de ceinturer la zone en question. Pour les prochains jours, on commence le déguerpissement effectif à les machines. Donc les machines sont stationnées, nous avons tout le dispositif technique et matériel pour pouvoir démarrer. La sécurité est prête, les opérateurs sont prêts. Le déguerpissement, une nécessité pour sauver des vies humaines. Selon l'Office national de la protection civile, depuis le début de la grande saison des pluies jusqu'à ce jour, l'on enregistre 15 morts, dont 8 enfants. Pour les populations, les autorités doivent agir au plus vite. S'il le faut prendre des mesures drastiques. On voit quand on doit faire des travaux de bitumage ou bien de pont, déguerpir les gens, casser des magasins, tout et tout. Là, pour la vie des gens, vraiment, il faut prendre des mesures. Il faut leur faire comprendre que c'est pour leur vie. Quand on sent qu'on est en danger, il faut vraiment fuir le danger. Les autorités doivent fermer les yeux parce que c'est la vie des personnes qui sont en jeu, même des enfants aussi, parce que les enfants sont beaucoup concernés. Et puis prendre des dispositions vraiment rigoureuses pour qu'ils puissent quitter les lieux. Des points de vue qui cadrent avec la vision de l'Office national de la protection civile qui entreprend des actions pour le déguerpissement. Nous sommes sur le terrain, nous identifions, nous procédons au déguerpissement, nous procédons au recensement des populations et en cas de besoin, nous les accompagnons. Mais c'est une politique d'ensemble. Détruire les habitats pour que les gens ne reviennent pas, c'est après cela que des mesures de compensation ou de réinstallation seront envisagées. 54 sites à déguerpir dans plusieurs communes du district d'Abidjan. L'opération a déjà démarré depuis le 7 juin et se poursuit. On a fini tous les sites d'Abobo. Non seulement les gens sont partis, mais on a démoli les bâtis. Nous sommes à Yopougon en ce moment. On a commencé côté du cimetière de Yopougon. On a terminé là-bas. À Mosikro, il y a eu un incident puisque nous envoyons d'abord des gens pour marquer les maisons que nous considérons vraiment être en danger. Quand les équipes sont parties dans ce quartier à Mosikro,
Les populations ont très mal réagi. On commençait à eu des échauffourées entre les équipes, si bien que on nous a recommandé de faire revenir les équipes, le temps qu'on trouve des forces de l'ordre en nombre suffisant pour repartir. Et c'est entre les deux qu'il y a eu le triste événement. Nous allons avoir une réunion interministérielle pour voir comment nous pouvons accélérer les choses. Ces sites déguerpis ne feront plus l'objet de recolonisation. Des dispositions sont prises à ce niveau. On va protéger les sites. Nous allons les clôturer avec du barbelé, interdire les réinstallations. Et nos équipes, la brigade de salubrité va faire même des tours, s'assurer que personne ne s'installe là. L'opération de déguerpissement engrange beaucoup de moyens. 2,5 milliards ont été décaissés. Pour près de 25 000 personnes qui vivent dans ces sites, qui sont des sites à risque, parce qu'ils sont à flanc de collines, parce qu'ils sont dans des talvegs où s'il pleut, on peut avoir rapidement une inondation. Il faut que ces populations nous aident à les aider. Ces actions entreprises par l'État le sont pour leurs intérêts. Et donc nous allons accélérer ce que nous sommes en train de faire et nous allons le renforcer pour qu'on ne puisse plus assister à ces situations-là. Sur 640 mm de pluie attendue dans la zone d'Abidjan pour cette grande saison de pluie, l'on enregistre à la date du 16 juin 570 mm de pluie. Encore un mois pour sortir de cette saison pluvieuse aux conséquences souvent désastreuses. Face au danger, le déguerpissement s'impose aujourd'hui comme une nécessité vitale. Et avec les faveurs d'une météo plus clémente, le ministre de la Santé, Pierre Damba, a visité un bloc opératoire, dernière acquisition de la PISAM, un bloc sanitaire de dernière génération qui permettra de prendre en charge les pathologies en cardiologie et radiologie qui nécessitent des interventions. L'acquisition de ces équipements médicaux s'inscrit dans un investissement global de 15 milliards de francs CFA. Didier Nguessan. Un bloc dédié à la cardiologie et à la radiologie interventionnelle. Des équipements qui offrent une imagerie en 3 dimensions et des soins regroupés en 3 spécialités, notamment la cardiologie, la gynécologie et la diabétologie. C'est la nouvelle acquisition de la polyclinique Sainte-Anne-Marie PISAM. Le ministre de la Santé, Pierre Damba, et son prédécesseur, Aka Awele, visitent les équipements. Pour Eric Djibo, PDG de la polyclinique, la synergie entre le privé et le public permettra d'offrir des soins de qualité aux populations. Sur des activités de pointe comme la cardiologie et la radiologie interventionnelle, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites entre le public et le privé pour que les populations puissent bénéficier de cet investissement-là que nous avons fait. Cette offre sanitaire, de même que la rénovation tout azimut des centres de santé publics, contribue à doter le pays d'un système de santé performant et à limiter les évacuations sanitaires vers l'étranger. Avec ça, le transport saute, on gagne en temps. Merci à vous qui prenez au quotidien les risques nécessaires pour apporter le réconfort à vos patients. Je veux aussi saluer la noblesse de la mission que vous avez choisi d'exercer. Nous sommes en train de travailler à bâtir au niveau tertiaire un système spécialisé de pointe dans des secteurs comme la cardiologie, la cancérologie, la rhumatologie, etc., sur les grandes spécialités de l'heure, pour que notre pays soit une destination de choix pour les pays de la sous-région et qu'enfin, nous puissions prendre en charge localement les malades. Kwadjo Kwaku, médecin infectiologue, et Dr Louis Benaïwi, cardiologue interventionnel, ont tour à tour présenté la palette de pathologies qui seront traitées grâce à ce matériel médical. On reste dans le domaine de la santé, à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 17 juin 2022 45 nouveaux cas de Covid-19 sur 1012 échantillons prélevés, soit 4,4% de cas positifs, 28 guéris et 1 décès. À la date du 17 juin 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 82 659 cas confirmés, dont 81 724 personnes guéries, 801 décès et 134 cas actifs.
Le nombre total d'échantillons est de 1 536 986 le 16 juin 2022. 37 200 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 647 669 doses du 1er mars 2021 au 16 juin 2022. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Les communautés des quartiers d'Anyama, d'Abobo et d'Adjamé, bénéficiaires du programme des filets sociaux productifs, ont eu une rencontre avec la ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Belmonte Dogo. Cette rencontre a favorisé les échanges, mais surtout les retours d'expérience entre le ministère de tutelle et les communautés bénéficiaires de ce programme. Jean-Marc Djedji. Quartier Zosonkoa, dans la commune d'Anyama. Une réunion se tient dans un bureau aménagé pour la circonstance. Les participants, pour la majorité des femmes, sont des bénéficiaires du programme filets sociaux encadrés par les services du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Elles appartiennent à l'association communautaire d'épargne et de crédit ASEC de la commune. Cette réunion est l'occasion pour ces femmes de verser leurs cotisations dans leur caisse de solidarité. À ce jour, 1 282 000 francs CFA ont déjà été recueillis afin de booster leurs activités et sortir de la précarité. Les bénéficiaires d'Anyama reçoivent de façon exceptionnelle la ministre de tutelle Belmonte Dogo, venue pour des échanges directs. À Abobo PK 18, la ministre rencontre certaines familles vulnérables afin de s'assurer de l'utilisation à bon escient des fonds qui leur ont été alloués depuis plus de 3 ans. Cap est mis sur Adjamé quartier Bracodi, où 4 associations communautaires d'épargne et de crédit mobilisées affichent leur gratitude au chef de l'État et au gouvernement. Grâce aux filets sociaux, nous avons pu épargner, développer nos activités pour subvenir aux besoins de nos familles afin de quitter de la pauvreté. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de faire la vente de la pâte d'arachide. Mais aujourd'hui, je m'en sors, j'arrive à faire mes dépenses. J'arrive à faire mes besoins sans l'aide de quelqu'un, sans contacter quelqu'un. Vraiment, je remercie beaucoup le gouvernement et à la ministre de la Solidarité. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté compte dépasser la barre des plus de 200 000 ménages, mais encourage les bénéficiaires du programme filets sociaux à persévérer. Les femmes viennent de nous démontrer que le président de la République n'a pas eu tort d'introduire les filets sociaux en Côte d'Ivoire. Les filets sociaux sont pour les ménages qui sont dans l'extrême pauvreté. Permettre à ces ménages-là de se hisser sur l'échelle sociale. Et les femmes, tout à l'heure, que ce soit à Nyama, que ce soit à Bobo, que ce soit à Djamé, nous l'ont démontré. Et mieux, au-delà de ce qu'elles perçoivent des 36 000 francs, les femmes sont allées pour l'association villageoise d'épargne et de crédit, les AVEC, qui est un produit du ministère de la Solidarité, mais un produit que nous continuons de prôner. La visite de terrain de la ministre Belmonte Dogo s'étendra dans les semaines à venir dans les régions de Lamé et du Bunkani. Et sur le sujet, rappelons que ce sont plus de 3000 ménages dans le Grand Abidjan qui bénéficient depuis plus de 3 ans de cette aide gouvernementale dédiée aux couches défavorisées. Direction justement Yamoussoukro, comme plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, capitale politique de notre pays, a également ses atouts touristiques et vous les connaissez certainement. Comment valoriser ces atouts et attirer le grand public et des investisseurs à Yamoussoukro? C'est ce à quoi s'attelle une association de jeunes à travers un concept dénommé Yamoussoukro Business Day. Pour ces jeunes issus de tous les domaines d'activité, eh bien, il convient de mettre en lumière les potentiels de la capitale économique. Eric Goré nous en parle. La plupart de ces jeunes ont un lien spécial avec la ville de Yamoussoukro. Certains sont nés dans la ville et d'autres y ont fait leur parcours scolaire. Grâce à une plateforme d'échange, ces jeunes se sont retrouvés pour se donner tous les moyens afin de mettre en lumière les atouts touristiques de la capitale politique ivoirienne. Il y a beaucoup de chantiers. Quand nous regardons, nous avons beaucoup d'infrastructures hôtelières, mais également nous avons des infrastructures touristiques telles que la basilique, la fondation, le parc animalier, tout ce qui regorge le tourisme en Côte d'Ivoire, l'identité, on pourrait dire c'est Yamoussoukro. Alors nous, en tant qu'acteurs qui avons vécu à Yamoussoukro, il était important pour nous de valoriser cette ville
au travers des actions culturelles, mais également touristiques et commerciales. Outre l'aspect touristique de la ville de Yamoussoukro, ces jeunes entendent attirer plusieurs investisseurs à travers un concept dénommé Yako Business Day. La ville de Yamoussoukro est désormais une destination touristique exceptionnelle selon les initiateurs. Voilà une initiative qui mérite d'être encouragée. Cela amplement à l'occasion de la 4e édition de la Fête des mères de l'Association des femmes battantes de Saint-Fra. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zoro, comme vous pouvez le voir sur ces images, a parrainé la célébration de cette édition qui s'est tenue à la place publique de Douafla dans la ville de Saint-Fra. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis toujours dans le même registre de la célébration de la Fête des mères, notons que Assalé Kwassikro a célébrer les mamans. L'association des femmes battantes de cette localité a voulu marquer le moment par des réjouissances, cérémonie parrainée par un fils de cette localité, son nom Georges Aïnissan. Sephora Zegui nous en parle. Assalé Kwassikro, village situé à 10 km de Daoukro, dans la région du Ifou, au centre de la Côte d'Ivoire. Les femmes et les mères de cette localité sont célébrées et magnifiées par les fils du village à l'occasion de la fête des mères. Chants et pas de danse sont bien exécutés pour honorer ces donneuses de vie. Une initiative à mettre à l'actif de l'Association des femmes battantes d'Assalé Kwassikro et parrainée par Georges Aïssan, jeune cadre du village. Et pour marquer le moment, une centaine de femmes sont gratifiées de présents constitués essentiellement de pagnes et de numéraires. Les cadres d'Assalé Kwassikro entendent réitérer cette célébration l'année prochaine. Dans l'actualité internationale, au Sénégal, d'ailleurs, des rassemblements ont eu lieu dans la capitale hier vendredi, à Dakar donc, d'abord près du domicile de l'opposant Ousmane Sonko, où un important dispositif de sécurité a été déployé. Les partisans de l'opposant ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Après la prière en tout début d'après-midi, des échauffourées se sont également produites aux abords de la place de la Nation, où le rassemblement de l'opposition était annoncé dans l'après-midi. Rappelons que la principale coalition de l'opposition conteste le rejet de sa liste nationale menée par Ousmane Sonko, l'opposant, pour les législatives prévues le 31 juillet 2022. Et on termine cette édition avec ce communiqué qui émane donc du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de la Direction Générale des Cultes. La Direction Générale des Cultes qui tient à informer la communauté musulmane et l'opinion nationale que les préparatifs en vue de la participation des pèlerins ivoiriens à l'édition 2022 du Hajj se sont déroulés normalement grâce à la constante sollicitude du président de la République, à l'implication personnelle du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au nom du gouvernement. En conséquence, la Direction Générale des Cultes donne l'assurance que le premier vol charter journalier sur un total de 8 vols s'effectuera ce dimanche, donc 19 juin, demain donc, dimanche 19 juin 2022 à 1h15 du matin. La direction qui tient par ailleurs à rassurer les pèlerins admis à faire le Hajj cette année conformément aux règles édictées par le Royaume d'Arabie Saoudite que toutes les dispositions sont prises pour que les opérations en cours se déroulent dans les meilleures conditions possible. C'est sur ce communiqué que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.